Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'être reçu dans ces locaux par Calixte Bonnet-Saint-Georges, Head of People de In Residence, l'entité de Wi-Fi Group. Un grand merci, Calixte, pour ton invitation. Comment vas-tu ? Merci à toi de m'avoir invité à ce podcast. Je suis un fidèle écouteur, ça m'a suivi tout l'été. Oh, c'est gentil. Et ça va très bien malgré le temps pluvieux d'aujourd'hui. Ouais, je suis en bon breton, je suis venu avec ma pluie. Tu vois, exactement. Je repartirai ce soir. J'espère bien. Je vais pas vous la laisser. Là, on enregistre début septembre. T'as passé un bel été. T'as réussi à couper. Excellent. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai bien coupé. Ça fait partie des choses assez faciles aujourd'hui de couper complètement. D'accord. Tes clients t'ont pas trop harcelé? Non, pas du tout. Ah, ça c'est top. Alors, Calixte, j'ai vraiment pris plaisir à t'inviter parce que j'ai un véritable sujet autour de la fonction RH. Tu sais, ce podcast s'adresse à la fonction RH. In Residence, et tu vas expliquer un petit peu ce que vous faites, vous adressez ce business par un axe un petit peu différent de ce qu'on peut imaginer ou de voir classiquement. Avant de parler de In Residence, j'aimerais bien, Calixte, tu nous parles un petit peu de toi, de ce que tu as fait, ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Eh ben, allons-y. Donc, Calixte, j'ai 41 ans déjà. Je suis un jeune père de famille de 3 enfants, 3 petits garçons. Oh, ça doit être bien sport à la maison. C'est sport, tout à fait. Ils sont encore assez jeunes, donc okay. Ouais, c'est sport. Mais c'est aussi hyper appréciable et un bonheur, pas de tous les jours, mais de la grande majorité des journées. Et je suis lyonnais d'origine et ça fait une grosse vingtaine d'années que je suis à Paris. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les ressources humaines. Okay. J'ai un passé de développeur informaticien, on le dit assez peu, mais j'ai fait un petit bout de l'école EPITA. Et en fait, après, je me suis directement lancé dans les RH. J'ai passé 10 ans de ma vie dans l'industrie. J'ai commencé par des process industriels très complexes, la chimie fine, sur une plateforme Cveso2. D'accord. Et puis, j'ai bifurqué sur Paris ou dans le bassin lyonnais? Non, pas du tout. Du côté de Pau, à Mourin. Ah oui, d'accord, parce que le bassin lyonnais, c'est quand même... on sait que c'est un gros pôle, mais non, là, tu avais quitté ta région, ta ville natale. Exactement, chez L'Oréal, ouais. Ok. Et ensuite, j'ai fait un peu de métallurgie, plasturgie, et j'ai fini dans la blanchisserie industrielle, donc un process très facile, puisqu'on lave le linge en usine comme on lave le linge chez soi. J'ai passé 5 ans chez Elis, où j'ai adoré, et je retournerai un jour dans cet amour du monde industriel. Mais donc, j'ai bifurqué il y a 10 ans dans le monde des startups. Par passion de l'innovation, par passion des nouvelles technologies, par passion de ce qui se passe derrière un ordinateur, mais aussi un peu par facilité personnelle, puisque je venais d'avoir mon premier enfant. Et il n'y a pas d'usine dans Paris, donc forcément, j'étais en déplacement tout le temps, et c'était pas la vie que j'avais envie d'avoir. Donc là, j'ai fait un certain nombre de startups. Comment on intègre le monde quand on est RH? C'est intéressant, toi. Quand on est RH, on travaille dans le monde de l'industrie, dans des conventions collectives méta, chimie, etc., j'imagine.
Comment est-ce qu'on intègre une start-up qui va être plutôt syntech, va pas être dans le même modèle économique, etc. Ouais, c'est assez dur. Mais globalement, j'ai toujours eu du mal à trouver des boulots. Et ça m'a pris quasiment un an de réseautage, de recherche, de réflexion. J'ai failli rentrer chez Blablacar. Okay. Et ça aurait été mon rêve absolu. Et au final, à l'époque, Blablacar, par Frédéric Mazzella, n'était pas passionné d'une équipe RH. Il y avait des recruteurs, il y avait de l'admin, mais il n'y avait pas d'RH au motif qu'un RH va déresponsabiliser les managers. D'accord, ok. Sujet passionnant, mais bon. Donc la fonction ressources humaines chez Blablacar, à l'époque, c'était très opérationnel. C'était les managers. Ouais, les managers portaient les RH. Okay. Et Frédéric Mazzella, il croit à fond au modèle RH, mais porté par les managers et pas déresponsabilisé sur les autres. Bon, depuis, il y a eu des RH et ça fonctionne bien, mais à l'époque, c'était ça. Bref. Et donc, de fil en aiguille, je rencontre Laetitia Bonnefoy, qui était DRH chez Photobox, et qui cherchait un profil hybride, tech et non tech, puisque Photobox a une usine, et très orienté droit social. Donc, j'ai mis un orteil dans le monde des startups, mais il y avait quand même une très forte coloration dans les usines. Sur une usine à Sartrouville, en pleine grève, avec des palettes brûlées, négociation d'accords de temps de travail, des syndicats. Donc, ce que j'aimais bien et ce que je maîtrisais plutôt bien. Et puis après, j'ai bifurqué vraiment dans le monde des startups, puisque l'usine avait moins besoin de moi, donc je suis allé plus m'occuper des profils market, dev. Et je suis rentré ensuite chez TripAdvisor, qui venait de racheter La Fourchette. Donc là, vraiment que pure tech, ouais. Exactement. Et c'était un peu la révolution du monde de la restauration. On commençait à avoir de la livraison, les cuisines, les dark kitchens commençaient à apparaître. Donc, hyper intéressé de participer à cet environnement-là. Quand j'étais jeune, beaucoup travaillé en restauration, donc ça me faisait marrer. Je suis resté 3 ans. J'ai adoré l'univers américain, français, énorme croissance. Quand je suis arrivé, il y avait 3 pays. Quand je suis parti, il y avait 17 pays. Les effectifs ont plus que doublé. Donc vraiment, très forte expérience. Et ensuite, j'ai continué. Brigade, une marketplace dans la restauration aussi. Et ce qui nous amène à une résidence. Donc c'est en quittant Brigade fin 2020, en grande partie à cause du Covid, j'ai perdu un peu le goût des RH. Ça faisait 17-18 ans que j'étais dans les RH. Et j'ai perdu le goût parce que on venait, comme 99% des RH, de prendre une charge émotionnelle énorme à cause du Covid, une perte de sens et une forme d'injustice de se dire que qui s'occupe des RH on s'occupe de tout le monde, mais qui s'occupe de nous et donc, comme beaucoup, j'ai commencé à faire des missions alimentaires parce qu'il faut bien nourrir mes nombreux enfants. Tu avais perdu ton boulot du coup ? Ah oui, à l'époque. Tout à fait. Okay, ouais, j'avais perdu mon boulot. Et donc j'ai fait des missions chez PrestaShop. C'était un deal avec le fonds d'Invest en quittant Brigade qui me trouve une autre mission dans leur portefeuille. Donc hyper intéressant. PrestaShop, une des plus belles startups françaises qui a pas percé comme elle aurait dû, en grande partie à cause de Shopify, mais voilà. Mais pas de passion pour le produit. Et donc j'ai fait en parallèle des missions dans des boîtes qui me passionnaient, et notamment chez Garance et moi, qui est un organisme de bilan de compétences et de réorientation professionnelle pour les femmes. Je connais la fondatrice depuis des années et elle m'a demandé de l'aide quelques jours parce qu'elle n'avait pas les moyens de me payer, ni même les moyens de m'intéresser. Et donc j'ai commencé à toucher du doigt ce mode multi-client. J'ai aussi travaillé pour 2-3 autres boîtes comme ça en les aidant. Et donc on est mi-2021 et la raison l'emporte. J'intègre Free2Move, une entreprise de Stellantis. Donc une carrière tracée. Oui, c'était location de voiture. Exactement. Mais qu'on pouvait prendre dans la rue, c'est ça ? Tout à fait. On peut toujours. Donc on peut toujours. Ils font la location de voiture de la minute à l'année. Ok. Alors après, ils ont des offres différentes parce que c'est pas pareil quand une voiture a 1 an qu'une minute, mais ils ont toujours du free floating beaucoup aux États-Unis. Et donc j'avais un peu mis mon cerveau en veille en me disant je vais être peinard, la boîte va être 1000, 2000, 3000 personnes, levée de fonds, entrée en bourse, grosse équipe. Voilà. Avec Stellantis derrière, quoi. Donc, avec Stellantis derrière, donc je vais pouvoir me concentrer sur ma famille, mes passions et tout ça. Et puis donc je commence le lundi en onboarding chez Free2Move et le jeudi je vais pitcher chez Avisio parce que je faisais partie du réseau de Edith Zeller chez Avisio et il faisait venir tous les mois un C-level pour raconter sa vie, pour que les recruteurs connaissent l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est que vraiment un CFO, un CPO, etc. Et donc je pitch pendant 1 heure. Je dois reconnaître que je suis vraiment mauvais. Mais comme souvent, quand je suis un peu mis sous pression, je peux surjouer, faire des blagues un peu limites. Et donc je suis vraiment mauvais. Mais il s'avère que dans la salle, il y avait Henri de Lorgerie, qui a adoré, parce que lui-même de temps en temps peut être aussi un peu border. Et à la fin, il me dit
faut pas que tu restes chez Free2Move, viens, faut qu'on se parle. On va fumer en bas. Il me dit, viens, on monte une boîte ensemble. Bon, il m'avait flatté quand même, parce que le premier truc que je fais en le quittant, c'est d'envoyer un texto à ma femme pour lui dire, on vient de me proposer de monter une boîte. Donc, il avait touché ce petit sujet d'ego en interne, mais je lui ai dit, bah merci, mais non, je commence un taf, je suis pas du tout entrepreneur. Tu n'avais jamais créé d'entreprise. Jamais créé d'entreprise. Je me voyais jamais créer une entreprise. Je le dis avec beaucoup de douceur, mais je suis mou, je suis un DRH. Je suis un éternel second, heureux, et voilà. Et puis, ma femme avait à l'époque une start-up qui allait dans le mur, donc travail, famille, il faut assurer la soupe. Il faut sécuriser quand même un minimum. Ouais. Exactement. Bien sûr. Donc je lui dis non. Il me dit, et c'est là où il est excellent, réponds pas tout de suite, réfléchis, la petite graine est plantée, tu vas voir, elle va germer. Bon. Et je passe tout le mois d'août en vacances, et vacances vraiment catastrophiques. Mon petit de 1 an se brûle la main gravement. Je fais des allers-retours à Bordeaux au service des grands brûlés. Et en fait, sans cet accident, je pense que j'aurais pas monté la boîte, parce que 1 heure aller, 1 heure retour avec un enfant de 1 an, la discussion est pas ouf. Il faut quand même reconnaître qu'il a peu de répondants. Et donc, j'ai pitché ce que pourrait être cette société. Ce que j'avais envie de faire, un peu mes axiomes, tout ça. Et donc, fin août, début septembre, je reprends contact avec Henri. Je rencontre Maxime, son acolyte, qui depuis est devenu mon associé. Et mi-septembre, on était d'accord sur rien. Mais je lui dis, vas-y, on y va. En fait, je sais qu'on va être d'accord, on est déjà intelligent. Je quitte Free2Move et on y va. Donc je dis à Brigitte Courteau que je pars mi-septembre. Elle est forcément dégoûtée puisque je m'étais engagé sur un projet, j'étais un ancien interne. Et elle est contente pour moi parce que elle prône l'entrepreneuriat, donc elle se dit c'est génial. Ok. Et le soir, elle me recroise, elle me dit mais à propos, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas monter comme boîte? Oui, c'est quoi le en fait? Et je lui pitch. Elle me dit mais attends, on pourrait être ton premier client. Et donc j'ai commencé en mission chez eux pendant 6 mois, ce qui a permis de financer le lancement de la boîte. Moi, de garder cette main dans les RH, ce qui était hyper intéressant. En plus, la mobilité, c'est un sujet qui me passionne. Même encore aujourd'hui, je reste hyper intéressé sur cette structure. J'ai eu Brigitte au téléphone la semaine dernière, donc voilà. Et puis, on a lancé la boîte. Donc, on a recruté la première RH, Camille, qui nous a rejoint, puis la deuxième Anne, puis le troisième Nicolas, etc., etc. Et Alix, Marie, enfin, je peux tous les citer. Bah, tu vas nous expliquer surtout ce que fait une résidence. Et voilà, donc on a monté une résidence. Voilà. Et donc Qui fait partie du groupe Avisio. Qui fait partie du groupe Avisio. Oui. Avisio a fusionné avec Mobiskill et est devenu Wi-Fi. Okay. Donc on fait partie du groupe Wi-Fi. Ouais, maintenant. Okay. D'ailleurs, on s'appelait avant Avisio In Résidence et maintenant on ne s'appelle plus que In Résidence. La marque Avisio est... La marque Avisio est devenue le cabinet de recrutement. C'est le cabinet de recrutement, je crois. De la tech, ouais. Et nous, on est In Résidence. On a Okay. pris notre envol, notre indépendance, notre autonomie. Bon, après, on reste liés, on est dans les mêmes bureaux, mais voilà. Et donc on a le constat assez simple de se dire que c'est dur d'être RH, émotionnellement, psychologiquement, dans les relations, dans plein de choses, et qu'il y a une façon de le vivre différemment, de le vivre avec moins de relationnel, d'émotionnel, de difficultés, c'est de le vivre en communauté. La difficulté de ça, c'est que la communauté à l'intérieur d'une entreprise, c'est compliqué. Il y a beaucoup de politique, de liens de hiérarchie, on peut pas se confier de la même manière vis-à-vis de tout le monde parce qu'il y a de la confidentialité. Donc, si on est dans une communauté externe, on va se confier plus facilement. La difficulté de la communauté externe, c'est la confidentialité. Parce qu'on ne peut pas raconter qu'un manager a eu des attouchements sur une jeune stagiaire, c'est confidentiel et l'entreprise ne peut pas accepter qu'on le dise. Donc, on s'est dit, toujours avec Henri et Maxime, que la solution de faire ça, c'était de les mettre dans une communauté fermée de salariés. Parce que si jamais c'est des salariés, on a plus la main sur eux, ils ont des obligations contractuelles. Et surtout, on sait qu'on va pouvoir s'engager sur le long terme vis-à-vis d'eux, à l'inverse de freelance. Après, qu'est-ce que c'est que le long terme en CDI? C'est un autre débat, oui. Parce que un tiers des CDI sont rompus la première année, mais c'est quand même pas la même culture quand tu te lances en CDI dans une aventure. Ça rassure les banquiers pour le prêt immobilier. Ça rassure les banquiers. Mais sorti de ça, bon, bref, c'est un autre débat. Mais... C'est un autre débat, hyper intéressant. Mais c'est un autre débat. Et donc on a lancé ça, on a commencé à recruter des DRH. Très vite, je me rendais compte que j'étais pas fait pour être le numéro 1, donc j'ai cherché à donner un maximum de responsabilité aux équipes. Et on s'est organisé en entreprise Opal pour que chaque RH soit responsable d'une partie de l'organisation, que ce soit des décisions collégiales et que tout le monde soit intéressé au projet sur le long terme. En parallèle, on a monté Recruteur in Résidence sur le même modèle, avec une patronne qui s'appelle Aurélie Chabrol, qui est exceptionnelle, et qui a monté son équipe de recruteurs en résidence. Donc pareil, ils sont quasiment une vingtaine aujourd'hui, et ils travaillent en communauté fermée. Donc on a 2 communautés, DRH et recruteurs, mais qui se relient sur énormément de sujets.
notamment ils font régulièrement des missions ensemble chez des clients parce que c'est lié, mais aussi qui sont déconnectés sur d'autres sujets parce que DRH et recruteur, c'est 2 métiers distincts. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Ça, c'est un point de vue que tu as. Est-ce que le recrutement fait partie de la fonction RH ou c'est à côté de la fonction RH? Donc j'ai passé 10 ans dans l'industrie où on disait que le recrutement faisait partie de la fonction RH. Exact. Quand tu es responsable RH, chargé RH, DRH, ça fait partie. Pour l'avoir fait, c'est la même chose, ouais. Et quand tu passes en start-up, tu te rends compte que c'est 2 sujets distincts. Aussi parce que c'est 2 spécialités distinctes, c'est 2 énergies distinctes et que aujourd'hui le recrutement c'est plus seulement de la réponse annonce. Peut-être mis à part les grands majeurs, Google et Decathlon qui ont beaucoup de candidatures entrantes, énormément c'est d'aller chercher des candidats et donc on se retrouve dans une démarche qui est très commerciale avec un pipe. D'ailleurs le langage aujourd'hui des talent acquisition est extrêmement proche des langages des commerciaux. Oui. Taux de conversion, on parle de funnel candidat, bon. Clairement. Et donc de fait c'est un métier qui est différent. C'est un métier dans lequel je suis vraiment pas fort, c'est pas du tout ma came. Et donc c'est pour ça que j'étais ravi d'avoir Aurélie qui a passé 10 ans en cab chez Michael Page et compagnie, qui connaît le métier, les technicités du métier, parce que j'ai vu dans ton podcast, tu as interviewé des recruteurs experts. C'est un vrai métier, c'est pas juste je le sens bien ou je vais aller chasser sur LinkedIn. Non, c'est une vraie compétence technique. C'est pour ça qu'on a fait des équipes distinctes et liées mais distinctes. Ok, d'accord, très clair. Du coup, j'ai eu pas mal de sujets, pas mal de questions. Aujourd'hui, sur une résidence, que ce soit sur la partie RH ou que ce soit là sur la partie recruteur, comment est-ce que vous sélectionnez vos collaborateurs, vous? Sur quels critères vous allez les choisir pour pouvoir vous rejoindre et ensuite être mis à disposition sur des missions quand même plutôt long terme, j'imagine, chez des clients? Est-ce que j'ai été RH, est-ce que j'ai été recruteur, je frappe à la porte, tu m'as l'air sympa, tu m'as l'air compétent, allez viens rejoindre-nous. Alors il y a des critères et comme c'est un sujet ô combien important parce que quand tu es 20 dans une équipe fermée, tu rajoutes une personne, tu prends du risque aussi que cette personne vienne déstabiliser l'intérieur. Donc on a un cercle qui a décidé de sujets par rapport au recrutement et notamment des critères qui étaient indispensables, du process, des éléments de test, etc. Quelle qualité, on va dire, je parle de soft skills, parce que les hard skills, ok, mais quels soft skills tu vas attendre, toi, d'un RH? Ouais, c'est une super question. Qui va aller chez des clients importants, sur des missions longues, à enjeu, etc. Les hard skills, on les teste quasiment pas, parce qu'on part du principe que, d'ailleurs on le dit à l'entretien, tu dois les avoir, donc va pas nous faire croire que tu les as, parce que quand tu seras chez le client, en fait, tu pourras pas feindre. Oui, tu recrutes pas des jeunes diplômés qui sortent de l'école. Ils ont déjà un minimum de vécu. Ils ont 15-20 ans d'expérience, ils ont déjà fait plein de choses. Et donc, même il y a des sujets où ils sont 1000 fois meilleurs que moi, donc je vais pas les tester ça n'aurait pas de sens. Donc, en fait, on met les hard skills de côté et on ne s'intéresse qu'aux soft skills. On a cette chance-là parce qu'on prend des seniors, mais voilà. Et donc, en fait, on va tester le fait que la personne a envie de faire ça pour les bonnes raisons, a envie de se mettre dans ce mindset-là pour les bonnes raisons. Donc ça, c'est une question qui est assez ouverte parce que la personne peut mentir ou nous raconter n'importe quoi. Ou Bien sûr. Mais on lui dit qu'après tout, c'est elle qui sera en mission, donc c'est pas possible de nous dire n'importe quoi. Et le fait d'avoir aussi cet échappatoire avec Avisio, c'est intéressant parce que certains sont en recherche d'un travail. Et donc de leur dire, si jamais t'es pas sûr de faire de la mission, pas de problème, avec Avisio, on va te trouver un boulot. On peut te trouver, voilà. Exactement. Donc la personne dans un schéma plus traditionnel de CDI chez un client, et puis voilà. Et c'est fine, et tant mieux. Il y a des super DRH dans des super boîtes, il y a des super boîtes qui cherchent des DRH, et voilà. Donc on va tester déjà cette appétence à vouloir être en mission, à temps partagé, à gérer. Déjà RH c'est schizophrène, mais là c'est schizophrène puissance 10 parce que tu gères 3 clients, 2 clients, 5 clients en parallèle. Ah oui, tu peux monter jusqu'à 5. Ah ouais, c'est intéressant parce que dans ma tête je voyais 2, tu vois, 3 jours, 2 jours, machin. 5 on l'a fait, c'est trop parce qu'en fait du coup c'est des petits clients en intensité. Ouais. Et donc, tu dois vraiment passer du coq à l'âne. Quand on parle de charge mentale, c'est très dur. Très dur. Parce qu'en plus, le 5 égale 6, parce qu'il y a géré l'interne, il y a géré une résidence, qui fait partie, malgré tout, de la charge mentale. Donc, cette capacité et cette envie de le faire, vraiment. Et je vois quelques RH qui ont envie de faire ça un peu par défaut, ou se disent, je sais pas trop, je vais faire ça pendant 6 mois, ou je cherche les deux, ou... Ouais. Ça, pour moi, c'est plutôt rédhibitoire parce que il faut vraiment en avoir envie. Ça veut pas dire que c'est rédhibitoire ad vitam, mais c'est rédhibitoire à un instant T. Et d'ailleurs, donc il y a une longue réflexion entre l'entretien 1 et l'entretien 2 sur ce point-là, très précisément. Et j'ai eu vachement de RH qui m'ont droppé en disant,
bah en fait, t'as raison, j'ai pas envie de faire ça. Ou pas tout de suite. J'ai cru que j'avais envie, mais en fait, non. Quoi. Exactement. Je pense à une DRH qui nous a rejoint, qui aujourd'hui est une des plus talentueuses, que j'avais contactée au tout début, au lancement, parce que j'avais contacté mes proches et je l'avais identifié, machin. Et elle m'avait dit non, je suis pas prête à le faire. C'est pas pour tout de suite. Elle m'a recontacté après en disant vas-y, c'est bon, c'est maintenant. Donc c'est aussi une histoire de moment et peut-être qu'on y reviendra après, mais je pense que la carrière professionnelle est très longue. Trop longue, après on pourrait en débattre, mais très longue, et que d'avoir un moment un peu entre deux de respiration au bout de 15, 20, 25 ans d'années professionnelles, donc quand tu es à 40, 45, tu es au milieu de ta carrière professionnelle, bah ça peut aussi rebooster pour ta fin de carrière. C'est bizarre de se dire que déjà fin de carrière, mais bon, malgré tout, tu as fait plus la moitié. Comme tu es senior à 45 ans selon le code du travail. Ouais, voilà, exactement. Et puis, t'en as fait que la moitié. Hein. Bah, tu as fait plus la moitié, donc de fait, tu passes en fin de carrière. Donc ça, on teste vraiment ça. Ensuite, on teste la posture de dirigeant et la posture client, qui sont deux choses différentes. Parce que nous, on recrute des leaders RH, on recrute pas du RRH ou du HRBP ou du tout ça. Après, il y a des HRBP qui sont capables d'être leaders RH, mais ils vont se positionner comme leader RH. Et donc, il faut avoir cette posture. Ça veut dire être bien au clair sur ton alignement par rapport à la stratégie de l'entreprise. On n'est pas là pour... Enfin, ça va être un peu brutal, mais on n'est pas là pour aider les collaborateurs, on est là pour aider l'entreprise. Et de temps en temps, c'est au détriment de collaborateurs, mais le plus important, c'est l'entreprise. Et ça, bah, c'est aussi une posture de leader de l'avoir. Et puis une posture client, c'est à la fin du fin, la personne qui dira c'est une bonne mission, ça s'est bien passé, c'est le donneur d'ordre, le CEO ou le DRH. Et donc, c'est lui qu'il faut convaincre. C'est lui qu'il faut se mettre dans une posture de satisfaction client. Et ça, c'est assez dur parce qu'on a été formé, biberonné en tant que leader à porter nos convictions, à porter nos choix, à être dans le débat, dans la contradiction, dans l'affirmation, dans tout ça. Et quand on est en mission, bah, on doit mettre ça un peu de côté parce qu'on ne met pas nos convictions sur la table. On est là pour répondre à une problématique client, à une solution client. Et je vais te donner un exemple typique. Je rencontre, quand je cherchais un boulot, 2 fondateurs exceptionnels qui avaient une boîte qui me passionnait dans la grande distribution, en proximité, enfin vraiment hyper intéressant. Et en fait, on s'écharpe un peu sur des sujets liés à l'élitisme, la méritocratie, les A-players, tout ça. Où moi, c'est pas trop ma came. Mais en fait, on a passé 1 heure à avoir un débat hyper intéressant avec eux. Et à la fin, je leur ai dit, vous voyez ça prouve qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Parce que on va s'engueuler à la fin. Vous allez me détester. Et donc, je suis pas prêt à porter vos valeurs. Fine. On monte la boîte. Ça a été un de nos premiers clients. Parce que quand tu le fais en mission, ça n'a rien à voir. T'es pas là pour mettre tes tripes sur la table. Et donc, il y a aussi des RH que je rencontre qui arrêtent le process parce que on sent, ils sentent, elles sentent, je sens qu'ils sont pas prêts à mettre leurs convictions de côté pour le bien du client. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on teste sur les soft skills. Et après, bah, les soft skills d'un RH, donc la prise de parole, la négociation. Plus traditionnel. Ouais, mais voilà. Ce qui m'intéressait, et merci d'avoir répondu, c'est effectivement les spécificités pour rejoindre. Aujourd'hui, tu vois, quand tu écoutes les réseaux sociaux, quand tu écoutes LinkedIn, tu vois des débats aujourd'hui sur la fonction RH, sur la fonction recrutement. Est-ce qu'il faut être en CDI ? Est-ce qu'il faut se mettre en freelance parce que tu vas mieux gagner ta vie ? Tu vas gagner 10 000 balles par mois au bout de 3 mois. Je caricature, mais c'est aussi des choses que l'on lit. On parle peu de cette troisième possibilité d'être RH part-time, même si c'est du temps plein, mais j'imagine en part-time. Ouais. Pourquoi on en parle moins et pourquoi est-ce que c'est moins connu ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le rendre plus visible ? Et pour autant, des mastodontes comme Deloitte, BCG ou etc. ont ces collectifs de salariés qui font des missions chez les clients. Donc ça existe depuis très longtemps. Ou le management de transition. Classiquement, voilà. Même si c'est très senior en général. Bah, pourquoi on n'en parle pas ? Parce qu'on n'est pas très nombreux. Je ne connais pas énormément de concurrents. Ouais. Et sur cette seniorité, à ma connaissance, on n'a pas de concurrents. On a des indépendants. On a des boîtes qui sont peut-être positionnées un peu plus juniors que nous sur des rôles plutôt HRBP ou PeopleOps. Mais sur des rôles de DRH, il n'y en a pas. Et c'est justement ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre une place entre être salarié et être freelance. Parce qu'être salarié, il y a les avantages et les inconvénients. Être freelance, il y a les avantages et les inconvénients. Et on s'est dit qu'en étant entre les deux, on aurait les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Bon, après, est-ce qu'on n'a pas en plus les inconvénients de l'un et de l'autre ? Je ne sais pas, ça serait un long débat, il faudrait plutôt en parler aux autres DRH. On a forcément des inconvénients, sinon c'est pas marrant. Mais
en tout cas, on résout le problème premier qui est, ce qui est d'ailleurs la raison d'être de l'entreprise, c'est vivons plus sereinement notre métier. C'est une raison d'être tournée vers l'intérieur, vers nous-mêmes. C'est pas qu'on n'a pas d'intérêt pour les clients de sauver la planète, mais c'est vraiment pour nous. Vivons plus sereinement notre métier. Et donc, on est un peu moins en déséquilibre que si jamais tu es en l'un ou l'autre. Ok. Alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi quelque part un petit peu... je me mets dans une posture de RH qui écoute et qui pourrait être client d'une résidence. Quels sont des exemples types, sans forcément citer les clients, parce que tu n'as peut-être pas le droit, mais de missions qu'un collaborateur d'une résidence, qu'un RH et une résidence va réaliser. Carrément. Parce qu'il peut y avoir déjà un DRH dans la boîte. Tout à fait, il y en a souvent. Ok. Et ça marche très bien. Ok. Donc tu ne recrutes pas un deuxième DRH vraiment. Non, mais on va plutôt être en support, en soutien. Ouais, soit en support, soit en soutien de ce DRH. D'accord. Donc pour schématiser un peu, on a trois grandes propositions, trois grandes offres. Okay. On a une offre qui se rapproche beaucoup du management de transition, c'est-à-dire qu'on va être le leader RH de l'organisation, soit parce qu'il part et qu'il faut le remplacer, soit parce qu'il part temporairement. On est dans un métier très féminin avec énormément de congés maternité. Soit parce qu'on met en place la fonction et à ce moment-là, souvent les entreprises ont du mal à recruter ou bien se rendent compte, et Dieu merci, je les remercie énormément, que d'être le premier RH d'une boîte, c'est très compliqué. Et donc quand tu passes par une personne temporaire qui va te structurer la base... Faut tout construire, c'est un boulot. Hein. Moi, je connais beaucoup de RH qui disent « je ne serai plus jamais le premier RH d'une boîte ». Donc avant, je m'assure qu'il y a eu un prédécesseur. Donc ça, on fait beaucoup de management de transition et... ça fonctionne assez bien, c'est un format classique. L'avantage, c'est que le client achète, entre guillemets, une prestation de service, mais bénéficie de l'expérience de 20 personnes. Et donc, c'est plus facile, c'est tout ça. Sur la maternité, on s'est positionné volontairement sur les mères ou les futures mères pour avoir un agenda aligné, être là pour les aider, pour qu'elles aient pas peur en reprenant leur poste. J'avais fait un truc qui était assez marrant il y a pas longtemps, c'est... un fondateur qui m'avait dit « Non, mais nous, il n'y a pas de problème, la maternité, on la remplace pas, on a réparti la charge sur les autres, machin. » Je l'appelle 4 mois après en disant « Non, elle n'est pas revenue parce qu'elle a d'autres projets, elle veut s'occuper de sa famille, et ça. » Bah non, Bernard, si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle n'avait pas envie de revenir et elle ne s'est pas sentie en confort. Alors, c'est pas forcément sûr à 100%, mais c'est un sujet qui n'est pas très bien fait. Et pour avoir remplacé une femme enceinte en CDD, je me suis rendu compte des erreurs que j'avais faites. Et donc, on essaye de le faire différemment. Bon, voilà, bref, management de transition. Ouais, okay. Deuxièmement, on est en projet. On intervient sur un sujet pour une expertise. Donc, on va faire de la réorganisation. On a fait beaucoup de licenciements éco ces derniers temps, de comp and ben. On travaille avec des boîtes comme Figures ou comme Ravio, où on est leur expert conseil. Tu bosses avec Virgile et sa team. Ouais, tout à fait. On fait le produit. Enfin, eux, ils font le produit, pardon. Nous, on fait le service. Ouais. Okay. J'aimerais bien faire le produit de Virgile, mais non. On fait. Il a eu le nez creux, Virgile. C'est clair. Et donc ça, on fait vraiment du projet, sujet A, onboarding récemment qu'on a refait pour une entreprise, voilà. Et ensuite, troisièmement, et ça se développe de plus en plus, on est la petite oreille du leader RH. Donc on fait plutôt du mentorat. On a des coachs certifiés dans l'équipe, mais on fait pas vraiment du coaching. C'est souvent 2 heures par semaine, une demi-journée par semaine, où on est là pour donner de l'innovation au RH, pour donner une bouffée de respiration au RH, pour être le RH du RH. Et ça, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de temps, puisque si jamais tu fais 2 heures par semaine, tu es à 1 jour par mois. 1 jour par mois, c'est pas très cher. Et Dieu sait que ça aide énormément les RH qui sont en poste et qui vivent la solitude, la charge émotionnelle, le manque d'innovation, le manque de temps, le fait d'être un peu dans une roue de hamster, à être dans un micro-écosystème de l'entreprise. Donc, quand tu as quelqu'un qui vient t'apporter une nouveauté externe ou te dire « Tiens, on a fait ça dans telle boîte, on a fait ça dans telle boîte, ça peut t'aider », bah, c'est aussi assez positif, ouais. Pour faire cette troisième mission, faut être fortement en veille sur ce qui se passe, sur les évolutions sociétales, le monde du travail, etc. Comment tu fais pour accompagner tes équipes d'une résidence pour être toujours quelque part un peu à jour de ce qui se passe autour de l'IA, autour du management, pour ça. Ouais, okay. On a un cercle pour ça. Donc, on se réunit tous les 6 mois entre nous pour refondre la méthodologie Opale et on décide des choses qui sont indispensables à la survie de l'entreprise. Donc, on a bien sûr le commercial, on a l'employé expérience, on a l'apprentissage. Comment est-ce que les gens se développent et apprennent des nouvelles choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas staffé à 100%. En moyenne, on est staffé à 70%. Okay. Ce qui fait qu'il reste un jour et demi par semaine pour faire autre chose.
Donc c'est pas du temps pour chiller ou c'est pas la semaine de 4 jours, mais c'est du temps où on va être un peu moins en pression. On va peut-être pouvoir aller faire une activité un peu perso. Je sais qu'il y a des gens qui font un peu de bénévolat, qui aident le boulanger du coin dans ses RH, ou voilà. Ouais. Et puis on a des moments entre nous de co-développement, de partage d'expérience. On s'est réunis récemment là, c'était assez marrant. On était 8 autour de la table pour refondre un accord de temps de travail. Imagine 8 RH dans une table, c'était insupportable. Mais à la fin, pour le client, c'est hyper intéressant parce qu'il a accès à un savoir. Oui, il y a des pour nous, on échange, tout ça. Et on fait aussi venir des gens externes qui nous apprennent des choses. Là, récemment, on a accompagné une RH qui quittait une entreprise et qui allait dans une autre et qui réfléchissait sur son organisation. Comment est-ce qu'elle allait s'organiser demain? Et donc, on lui a donné énormément d'idées, d'innovations, comment ça se passait. Elle est sortie de là, la tête explosée, je pense, mais avec beaucoup d'idées et de pistes de réflexion et d'innovation. Ok. Je vais revenir parce que ça fait 2 fois que tu en parles, de la méthode Opal, de méthodologie Opal. Tu peux en parler un petit peu plus de ce sujet? Ouais. Avec grand plaisir. Ça nécessiterait 2 heures à part entière. On les a pas. Ouais, on les a pas. Écoute, donc pour faire un historique des organisations, il y a beaucoup d'organisations traditionnelles pyramidales, le chef, le surchef, le sous-chef. Et j'ai beaucoup connu ça en industrie. Ça fonctionne très bien. Et c'est parfait, voilà. Oui, tu n'as pas d'opposition de principe à ce modèle. Absolument pas. Il y a des usines, je pense à une usine dans le sud de la France là, qui fonctionne très bien en méthode Opal, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et voilà. Oui. Et après, il y a des organisations qui sont beaucoup plus horizontales, et notamment donc, cette organisation Opal. Après, Opal, ça veut dire tout et rien dire. Chaque organisation libérée a sa propre organisation. Mais donc, le principe, c'est de structurer une responsabilité décorrélée du management, parce qu'il n'y a pas de management, donc chacun prend une part de la responsabilité. Et on a l'idée que c'est un peu le bazar ou une société anarchique où chacun décide de tout, parce qu'on fait par exemple des élections sans candidat, comme à la France Insoumise. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est une organisation qui est beaucoup plus organisée qu'une organisation pyramidale. Et le petit danger, c'est que à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas fonctionner dans cette organisation Opal, on a tendance à dire tu vois, ça marche pas. Et pour autant, dans une organisation pyramidale où la communication marche pas, où on dit pas c'est l'organisation qui fonctionne pas. Oui, et tu sais si on a des problèmes. Oui, mais c'est normal, et heureusement, et on est là pour les améliorer. Mais donc, un de mes gros travaux, c'est de lutter pour que, en fait, on se dise ça fonctionne pas, on va l'améliorer. Donc il y a 80% qui marchent et 20% qui marchent pas, et on essaie d'améliorer. Et donc en fait, comme je te disais, on se réunit tous ensemble et on fait des tours de table, un peu comme du co-développement, où on va citer les choses qui sont indispensables à la survie de l'entreprise, c'est vraiment de la survie. De l'entreprise in résidence. De l'entreprise in résidence. Ok. Et donc, on essaie de mettre ça dans des regroupements. Donc là, c'est du post-it au tableau, machin, très classique. Et puis, de toute façon, les RH, on adore les post-it, on fait dire les choses. Donc, voilà. Et puis, donc, on dit, par exemple, ce qui est indispensable, c'est le cycle client. Donc, c'est-à-dire trouver les clients, identifier. Est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir des clients comme ça ou des clients comme ça, avoir une offre, etc. Donc, tout ça, c'est un truc indispensable à la survie, parce que si on n'a pas de clients, on vit pas, quoi. Et donc, après, les gens se positionnent sur des cercles, en disant moi j'ai plutôt envie de travailler sur ça, j'ai plutôt envie de travailler sur ça. Et puis de ces gens qui se sont positionnés, on va élire un leader de cercle qui va être en charge de porter le cercle et les résultats du cercle. Et comme on est une petite organisation, il va aussi être en charge de la communication du cercle. Mais dans les organisations plus grosses, je pense à Octo Technologies, peut-être que tu connais. Oui, de nom, oui. Nathalie Avramesco, la DRH de Octo, nous a énormément aidé dans cette réflexion pré-mise en place. Parce que Octo, c'est 1000 personnes, ou à peu près, quoi. Je ne sais pas s'ils sont 800 ou 1002, mais en tout cas, c'est vraiment une grosse boîte qui fonctionne en Opal. Ils sont même en holacratie et ça fonctionne très bien. Donc, des organisations plus grosses, il y a des rôles dédiés sur l'animateur du cercle, le communicant, tout ça. Là, tout est concentré sur le leader parce que c'est des petits cercles. On n'est pas hyper nombreux. Et voilà. Et ça marche. Et dès le départ, vous êtes parti sur cette organisation-là. Est-ce qu'on peut passer d'une organisation classique pyramidale à une organisation Opal? Moi, c'est de la transformation. Et ça nous arrive d'accompagner les clients. Oui, parce que du coup, vous êtes sachant là. À force, on a quand même bien lu là-dessus. Donc c'est possible. En fait, ça a été plutôt une mise en place de Opal plutôt qu'une transformation, parce que on a passé 6-8 mois sans véritable organisation. On n'était pas assez nombreux pour s'organiser. On était limite tous sur le même desk, donc tout le monde décidait de tout, discuter de tout. Vous aviez des clients quoi en plus. On avait des clients et tout. Donc et puis moi, je me suis jamais positionné comme manager. C'est des gens qui sont meilleurs que moi. Il y a des RH où j'ai fait des pieds et des mains pour rejoindre leur équipe.
Je pense à Katharina Urbanik, j'ai tout fait pour rejoindre son équipe chez Cybele Angel. Camille Devitch chez ABT Steve, pareil, j'ai retrouvé des mails où j'avais candidaté pour être dans son équipe. Et là, aujourd'hui, la situation est inversée. Donc, je peux pas me mettre en position de management, ça n'aurait pas de sens. Et c'est des gens d'un niveau assez similaire, en tout cas avec beaucoup de responsabilités. Donc, personne ne peut être le chef de personne. Donc, il y a aussi cette réflexion d'une impossibilité d'organisation qui a fait qu'on est allé vers là. Ok. Et du coup, comment vous gérez les prises de décision collectives? C'est une décision importante à prendre? C'est vraiment, je sais pas, un homme, une voix ou alors, on a plusieurs. Ou c'est in fine toi qui décides? Modes de décision. Ah non, pas du tout. On a plusieurs modes de décision. Okay. On a des modes de décision par consensus. Enfin, on a pas mal entendu dans les médias ces choses-là parce que c'est assez proche de ce que fait un parti politique ou par unanimité. Et donc, on a beaucoup le consensus, c'est-à-dire que personne ne doit s'opposer. Sur certaines, on a l'unanimité qui est requise. Et on a je me rappelle de la personne qui nous avait accompagnés, qui était hyper assertive. C'était un exemple où, en fait, comme on est RH, on a tendance à être toujours dans la contradiction, dans la lutte, dans la négociation. Et elle disait, t'es pas d'accord? Ok, qu'est-ce que tu proposes? Rien? Bah donc t'es d'accord. Okay. Mais en fait, naturellement, on a tendance à pas trop le sentir, ou je sais pas. Ok, mais c'est quoi ta proposition pour améliorer le système? Rien? Bah on le fait. Ça veut pas dire que dans 3 mois ou dans 6 mois, on va pas changer, on va pas s'améliorer, mais au moins ça permet d'avancer. Parce que le risque de ces organisations, c'est d'être dans l'immobilisme dans l'opposition et de rien faire. Oui, tout à fait. Et donc du coup, on fait rien. Quoi. Et donc voilà, c'est possible de s'opposer, mais il faut proposer une amélioration qui est proposée à l'Assemblée. Et si jamais il n'y a pas de proposition, de fait, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Ok. Voilà. Ouais, donc ça se doit d'être constructif. Ça se doit d'être constructif, tout à fait. Sinon, ça ne peut pas effectivement réussir. Des questions qui sont pour moi importantes, que vous travaillez pour des clients, donc 3-4 jours par semaine. Voilà. Ouais. Vos clients, ils ont une organisation eux-mêmes en termes de management, ils ont leur culture, ils font plus ou moins de remote, plus ou moins de télétravail, etc. Comment est-ce que vous arrivez à jongler avec tout ça? C'est-à-dire que si ton client, il est par exemple très full remote, très remote vers plus que bureau, est-ce que vous arrivez à intégrer leur mode? Est-ce que vous demandez absolument à travailler au bureau du client, ou est-ce qu'on peut bosser de chez des bureaux d'une-résidence pour le client A ou B? Ouais, si justement, on en parlait de comment est-ce qu'on choisit les personnes qui nous rejoignent, mais c'est une grande partie de ça nécessite beaucoup d'humilité, ce qui n'est pas évident quand tu es DRH, mais de se dire que l'autre a peut-être raison dans ce qu'il fait, et je ne suis pas là pour changer l'autre. Voilà. Et donc, il y a une question qu'on pose en process commercial, c'est comment vous êtes par rapport au remote? Est-ce qu'il vous faut quelqu'un présent ou pas présent, machin? Et c'est amusant parce que c'est devenu un sujet sensible aujourd'hui. Les gens étant les CEO, se sont obligés de justifier. Non, mais nous, on est remote parce que... Ou nous, on n'est pas remote, mais tu comprends, machin. Et en fait, moi, je leur dis, mais je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour changer votre culture d'entreprise. Je suis là pour vous aider dans votre culture d'entreprise. Et donc, si vous voulez quelqu'un qui vient tous les jours au bureau, c'est fine. Vous aurez quelqu'un qui vient tous les jours au bureau. Si vous voulez quelqu'un qui soit pas là, c'est fine. Et après, peut-être qu'une fois à l'intérieur, on va se rendre compte qu'il y a 2-3 choses à améliorer, peut-être des process à clarifier ou tout ça. Mais on n'est pas là pour ça. Et pour la petite histoire, une des premières à nous avoir rejoints, donc Anne, a commencé une de ses premières missions, c'était sa première mission, je crois, dans une boîte qui est en full remote. Et Anne, elle vient du social, elle a besoin de voir les gens, de discuter avec les gens, etc. Pour peu qu'elle soit effectivement un peu extravertie, elle a besoin de rencontrer. Exactement, elle est très très extravertie, et donc elle a besoin de voir les gens. Et ça a été dur pour elle. Oui. Bien sûr. Je veux bien croire, ouais. Elle a été un peu dans l'opposition. Et au final, elle a réussi à passer outre ça pour améliorer les process de full remote du client. Et elle a trouvé que c'était en fait une super idée, le full remote. Donc, il n'y a pas de, comme dirait l'autre, il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise organisation. Il y a une organisation pour une entreprise. Oui. Et tant que c'est géré, fine. Encore un exemple client là, qui a voulu mettre en place le télétravail et ça ne fonctionnait pas. Et donc, on a étudié un peu comment il l'avait fait. Et en fait, il a juste autorisé des jours sans changer les process, sans changer la culture de l'écrit. Donc forcément, si jamais c'est pas accompagné, s'il n'y a pas tout le reste, ça peut pas tenir droit. C'est voilà. Il y a un minimum effectivement de choses. Comment aujourd'hui une résidence s'adapte au changement du marché du travail? Là, le marché du travail, il s'est un peu calmé. En tout cas, il y a un peu moins de recrutement qu'il y a 18 mois. Comment vous êtes adapté à ça? On voit et de la même manière, on voit aussi de nouveaux sujets. L'IA en fait partie, même si l'IA aujourd'hui, on n'est qu'au début, à mon avis, de l'histoire, mais ça impacte forcément les choses.
Comment est-ce que vous vous adaptez à tous ces changements du marché du travail et du monde du travail? Comment est-ce qu'on s'adapte? En fait, j'ai 2 mots qui me viennent là, avec de la douceur et avec du temps. Je pense qu'un des rôles des RH, c'est d'accompagner le changement, quel qu'il soit, et de laisser aux gens le temps de gérer ce changement-là. L'IA, c'est un excellent sujet. Je m'étonne un peu de tout le battage qui est fait sur l'IA. Il y en a beaucoup quand même, ouais. Mais j'ai commencé à travailler avant les smartphones. Ça fait pas tout jeune de dire ça, mais c'était pareil. Ça a révolutionné les choses. Et je discutais avec un RH hyper smart dans l'écosystème startup qui a commencé à travailler dans les années 90, donc avant le développement de l'informatique à grande échelle et tout ça. Et donc il a numérisé. Mais c'est une transformation. Il y en a eu d'autres. Il y en aura d'autres. L'IA, c'est peut-être une transformation très importante ou moyennement importante, l'avenir nous le dira, mais c'est une transformation. Et une transformation, ça s'accompagne, ça se pilote, c'est un projet. Comment est-ce qu'on forme les personnes? Comment est-ce qu'on accompagne les personnes? Et on est des privilégiés parce qu'on est dans un écosystème de la tech avec des gens qui sont plutôt tech savvy, comme on dit. Oui. Va travailler dans une usine à Limoges pour raconter l'IA à la comptable, c'est plus compliqué. Mais il faudra le faire, il faudra les accompagner, il faudra les aider. Mais ça se fera, en fait, avec de la douceur. Vos clients sont beaucoup tech aujourd'hui? 80%, ouais. On commence à sortir de plus en plus. Mais voilà, ma question, c'est moi demain, je suis RH, DRH d'une boîte à Limoges. Bonjour nos amis Limougeaux. Et je t'appelle. Je travaillais à Limoges. On avait une usine à Limoges. On avait une usine chez Elis à Limoges. D'accord. Et si j'appelle une résidence, tu regardes ma demande ou... Bien sûr. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Un des choix qu'on a fait tous ensemble, c'est justement de sortir un peu de cet écosystème de la tech. De conserver cette majeure en tech parce qu'on aime bien et on est fort là-dessus, on a l'expérience et tout ça. Mais d'aller chercher de la nouveauté, autre chose, c'est hyper intéressant. Récemment, on a travaillé pour un groupe de casinos. Bon, moi je connaissais pas du tout. On a dû leur faire une enquête interne et j'ai même eu envie d'y aller. Et donc je me suis rendu à Crans-Montana, je me suis rendu à Vals-les-Bains. Vals-les-Bains, c'est 4 heures de train, 1 heure de car, voilà. Mais on est pertinent là-dedans aussi parce que on reste pragmatique, on n'est pas sur la lune à se dire il faut tout digitaliser ou voilà comment faut faire. Non, c'est comment vous faites. Ok, peut-être qu'on pourrait améliorer ça, ou bien ça fonctionne très bien, on va pas le changer. Ou voilà les remontées terrain. Donc là, en l'occurrence, le casino, il y a eu quelques sujets sur la rémunération, mais un peu comme tout le temps. C'est un casino, donc ils ont beaucoup de moyens, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc on va pas leur dire il faut augmenter les gens de 10 milliards parce que youpi et que tout le monde va avoir 10% d'augmentation comme dans la tech. Non, ça a été des réponses pragmatiques, opérationnelles, concrètes. Voilà. Et on a cette image d'innovant. Oui. C'est pour ça que certains clients viennent nous chercher en disant on cherche un peu d'innovation RH, de nouveauté, donc viandez quoi. Ok. Sur l'innovation RH, toi-même et tes équipes, vous regardez beaucoup les HR Tech aujourd'hui? Ouais. Pas forcément du côté client pour vous, mais du côté vraiment produit, etc. Ouais, tout à fait. Il y a des HR Tech aujourd'hui qui te bluffent un peu? Il y en a quelques-unes, ouais. Je m'intéresse vachement. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était venu chez toi, à Léo, de Reflect. Ouais, ok. Je trouve super produit. Ouais, super produit. Super produit. Moi, je l'ai pris en client. Je suis client Reflect. C'est trop bien. Ouais. Et surtout qu'il sort un peu du sacro-saint problème-solution. T'as un problème, je te fais une solution. En fait, il va chercher la situation pour en trouver une solution. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et pour avoir été en entreprise, à galérer sur des fichiers Excel, à devoir faire des reporting en CSE ou en Codir ou tout ça, c'est hyper intéressant et on a de plus en plus intérêt à avoir de la data pour prendre les bonnes décisions et les décisions le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un SaaS moi qui me passionne. Après, y a pas mal d'entreprises qui se lancent dans la paye. Qui m'intéresse. Okay. Payfit a fait un bien monumental à ce secteur-là. Et notamment des boîtes comme Silae, je pense, ne se seraient jamais réinventées sans Payfit. Après, tout n'est pas parfait chez Payfit. Et donc, il y a des boîtes qui commencent à se lancer là-dessus. On peut citer Link, LINC, on peut citer Malibu, qui essaye un peu de refondre ce service paye. Parce que moi, j'en viens encore à être convaincu que la bonne solution pour la paye, c'est un cabinet d'expertise paye avec Silae ou autre, mais en tout cas l'interlocutrice où tu peux l'appeler au téléphone et tout. Mais bon, c'est très cher, c'est pas très agile.
La paye, c'est extrêmement technique. Et quand on vient t'expliquer du rattrapage de charges sur la tranche A ou de la tranche C, moi, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Donc, de digitalisation, ça, c'est aussi. T'as pas une passion pour ça J'ai pas une passion pour la tranche C, non. Déjà, c'est des salaires qui sont chauds quand même, la tranche C. Donc, non, j'ai pas une passion sur ça. Mais c'est très technique, même la fiscalité, comment est-ce que tu intègres l'actionnariat et tout. Enfin, c'est pas un métier de clampin, c'est un métier, faut s'y connaître, quoi. Sur une rémunération au sens large, c'est un métier c'est un métier d'expert pour moi. Exactement, d'expertise. Honnêtement, moi, tu vois, j'ai des fois des clients que j'ai accompagnés sur des sujets marque employeur qui me disent tu peux m'aider à retravailler ma politique de rému des commerciaux. Non. Moi, pas savoir-faire en fait. Je veux surtout pas m'aventurer dans ce terrain-là parce que je vais dire des conneries, c'est sûr. Et j'ai aucun intérêt à le faire. C'est pas pour prendre un chèque, c'est juste que je veux pas plomber mon client, quoi. Et je préfère lui conseiller effectivement des experts qui vont faire ça 100 000 fois mieux que moi. Je gagnerai pas €, mais eux, le client, il sera content, quoi. Tout à fait. Là, c'est juste faut faire hyper attention, quoi. Ouais. Il y a des sujets qui deviennent effectivement un peu tendus. Ok, hyper intéressant. Comme je dis souvent, le temps tourne. Et j'ai encore plein de sujets à aborder, mais on va être obligé effectivement d'aller vers la fin. Alors la question est pas simple, mais comment tu vois les évolutions futures de e-résidence? Peut-être pas en effectif, parce que ça limite c'est un autre sujet, mais en termes de métier. Aujourd'hui, vous êtes sur 3 métiers. Je crois, les ressources humaines, direction des ressources humaines, le recrutement. Et puis Sales Ops, c'est exactement. Ça, on en a assez peu parlé, mais tout à fait. On a Sales Ops aussi. Voilà. Et est-ce que tu peux parler d'une minute de ce que c'est Sales Ops pour tout le monde, et puis où est-ce que vous voulez aller demain? Sales Ops, donc c'est un métier extrêmement technique qui est là pour améliorer la performance des commerciaux. Donc c'est pas des commerciaux, c'est des gens qui améliorent la performance des commerciaux. Ils le font par de la formation. Comment est-ce qu'on forme les commerciaux, et notamment des trucs un peu américains, Sales Enablement. Comment est-ce qu'un commercial est meilleur plus rapidement? Au lieu d'avoir un onboarding de 3 mois, il l'a d'1 mois. Donc ça, il y a beaucoup de sujets de formation, il y a beaucoup de sujets d'outils, paramétrage du CRM, installation du CRM, les relances, etc. Il y a beaucoup d'automatisation, et là, l'IA, ils se le prennent en plein fouet. Alors, il s'avère qu'on a des gens assez bons techniquement, donc ils arrivent à suivre, mais quand est-ce que tu relances un client, quand est-ce que tu relances le commercial qui a pas fait le client, les outils de suivi pour que le manager sache, etc. Et après, ils travaillent sur des problématiques bien spécifiques, donc le sourcing, où tu vas sourcer, comment est-ce que tu vas sourcer, les taux de closing, et tout ça. Et moi, c'est un métier que j'ai découvert chez La Fourchette, avec, je peux parler de Damien Rodière, qui est, je pense, un des meilleurs dans ce sujet-là. Et en fait, les Sales Ops, ils arrivaient à savoir que sur les Italiens de centre-ville, on avait un taux de conversion de 23%. À l'inverse, sur les Japonais de banlieue, de 17%, sur machin. Et donc, de fait, ils alimentaient en lead les commerciaux pour que ça fonctionne mieux et qu'on soit capable de mieux cibler. Les discours aussi, ils se rendaient compte que un discours A fonctionnait mieux avec un restaurant 1, etc. Et donc, c'est vraiment un métier de technicien, mais l'avantage de ce métier, c'est la rentabilité directe, parce que si tu gagnes 10% sur une équipe de 10 sales, ça va vite, tu gagnes une personne. Ouais. Donc tu passes à 11 en fait. Ouais. Donc ça va très vite. Et des équipes de sales, il y en a des palanqués, quoi. Ok. Donc voilà. Et les futurs? Est-ce que vous réfléchissez à d'autres métiers, Ouais, on a d'autres métiers sous ou le d'autres coude. pays peut-être, ou est-ce que là vous êtes franco-français? Non, on a ouvert la Suisse. On a ouvert la Suisse ça fait 1 an là. Ouais, t'as pas été transmontana, donc. Ouais, voilà, exactement. Il y a 2 choses, je pense, qui sont dans les tuyaux. Il y a d'aller ouvrir d'autres métiers, à la fois dans les RH. On s'intéresse beaucoup au métier de People Ops. Donc on était sur l'expertise, mais c'est vraiment de l'expertise, notamment les benefits à l'international. Et donc là, c'est quelque chose qu'on a lancé déjà en officieux, mais on a déjà signé des clients, on a des personnes, on commence à faire des missions. Le but, c'est d'apprendre pour pouvoir lancer une offre cohérente vis-à-vis des clients, une tarification cohérente, etc. Donc d'autres métiers, des spécialisations en Comp & Ben. Quand tu commences à grossir Comp & Ben, il y a Nicolas Bonnet qui commence à vraiment se spécialiser. Il adore ces sujets-là, il en fait beaucoup. Donc d'avoir peut-être des équipes de 2, 3, 4, 5 personnes spécialistes dans des sujets. On parlait
de RSE. Donc ça, c'est aussi un sujet de diversité, d'inclusion et tout. Voilà. On a testé marque employeur, on n'a pas réussi, donc ça, on n'y retournera pas. Sois rassuré. Ok, super. Ça, c'est bon, ouf. Donc d'autres métiers. Puis après, on cible toujours des métiers qui sont émotionnellement très durs en interne. Donc on a des possibilités sur les métiers de DPO, Data Protection Officer. C'est le mec que tu détestes, hein, parce qu'il t'empêche de faire des fichiers. Non, voilà. Et c'est un métier qui est fractionnable. C'est un métier où il y a beaucoup de répétitions, de tout ça. Donc pareil, tu pourrais aussi beaucoup l'améliorer. On a des métiers, la finance bien sûr, mais la finance, le marché est déjà bien épuré là-dessus, mais c'est un métier qui est forcément dans notre cible. Je suis pas sûr qu'on le lance, mais ça fait partie des métiers qui sont intéressants. On a juriste, enfin voilà, des métiers qui sont... Ouais, vous êtes ouvert, vous réfléchissez effectivement à tout ça, après vous ferez des choix en fonction de... Exactement. Ouais, bien sûr, on ne peut pas tout faire d'un coup, de toute façon ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, mais ok. Donc il y a ça, lancer de nouveaux métiers. Et deuxièmement, c'est aller un peu à l'encontre de ce que je dis depuis 3 ans, c'est d'ouvrir des communautés de freelance. Donc j'y viens, mais on le fera à la mode in residence, c'est-à-dire des communautés fermées. Ce qui est compliqué juridiquement avec des freelances, mais c'est-à-dire être extrêmement sélectif sur les gens qui viennent. En fait, il y a déjà des entreprises qui référencent des freelances et qui font de l'intermédiation. Ils le font très bien. Valtus, par exemple, tu l'as reçu. Oui. Exceptionnel. Tu peux pas lutter contre eux, c'est exceptionnel. Ils le font très bien. Mais donc, on va essayer de faire un peu différemment parce qu'il y a des freelances qui ne veulent pas quitter leur monde de freelance pour nous rejoindre. Donc, de les faire travailler ensemble dans des cercles clos, d'avoir une vraie proposition de valeur pour qu'ils soient avec nous, mais pour autant en leur laissant la liberté de faire d'autres activités ou d'avoir d'autres clients de côté, ou etc. Et donc ça, pareil, c'est des sujets qui sont en réflexion à court terme, quoi. Donc voilà. Et d'ouvrir une résidence en province, à Rennes. Résidence Rennes. Mais on est à Nantes, on est à Pornichet. Ouais. Vous êtes à Pornichet. On a été à Vannes et la personne a été embauchée par son client. Donc, oui, ça peut être. C'est ça peut être génial. la façon dont on vous quitte. En fait. Je suis hyper content. Là, je discute avec une salariée qui va partir chez son client, mais je suis hyper content pour elle, en fait. D'ailleurs, souvent, quand il y a des discussions, parce que très régulièrement, tu as des offres de ton client, la question que je leur pose, c'est est-ce que tu pars parce que tu pars ou est-ce que tu pars pour le client? Et si tu pars parce que tu pars, c'est pas la bonne solution, en fait. Parce qu'on est capable, en 3-6 mois, de te trouver un job exceptionnel. 1000 fois mieux payé, parce que, il y a des boîtes qui sont capables de mettre beaucoup d'argent. Nous, on n'est pas capable de ça. Et là, en l'occurrence, elle part pour son client, par passion pour le produit, par passion pour le service, par tout ça. Mais tant mieux, vas-y, fonce. Et c'est un sujet qui nécessiterait un podcast entier, c'est comment est-ce que les cabinets de conseil gèrent les départs de leurs collaborateurs. Et quand j'étais RH, me suis bastonné avec une agence RPO, mais vraiment violemment, parce qu'on recrutait une de leurs filles. Et ils l'avaient très mal pris, mais genre violemment. D'accord. Genre, c'est interdit. Je dis, non, c'est pas interdit. Moi, je suis prêt à vous donner un billet parce que voilà, mais c'est pas interdit. Et donc, il y a les boîtes qui font comme ça. Il y a les boîtes plutôt comme le BCG. Et on est plutôt dans ce mood-là de se dire, c'est une sortie, voire la plus belle des sorties. En plus, derrière, ça fait un réseau d'alumni, ça fait des clients convaincus. Voilà. Et moi, j'ai aucun. Et c'est la vie. Mais c'est la vie. Les gens, ils vont pas rester 15 ans chez Inres. Hein. Au contraire, ils vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et tant mieux. Mais j'ai envie qu'ils se rappellent de l'expérience Inres comme un moment serein, ou peut-être un peu plus serein, parce que la sérénité, c'est peut-être une ambition trop forte, mais un peu plus serein, où ils ont appris, ils se sont ressourcés et ils ont repris l'énergie pour la suite de leur carrière. Voilà. Okay. Si jamais ils s'en quittent en étant comme ça, je suis ravi. Ok, super, top Calixte. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce qu'il y a une question Un sujet que j'ai pas abordé, tu te dis tiens, j'aurais aimé en parler. Bon, on a parlé de pas mal de choses. Non, comme ça, à chaud, non. Taille d'entreprise, peut-être les innovations RH, mais j'ai vu que tu avais fait un podcast là-dessus, sur la semaine de 4 jours, sur tous ces sujets qui sont en train de poindre. Ouais, vous faites pas la semaine. Vous avez pas mis en place la semaine de 4 jours au sein de votre organisation. Vous l'avez peut-être chez vos clients, mais vous l'avez pas mis en place. Non, mais on a mis le staffing pas à temps plein. Donc, il y a quand même du temps dédié pour faire autre chose que travailler. Okay. Pour apprendre, pour tout ça. Et un peu sur le modèle américain où les développeurs ont une journée par mois, une journée par tous les 15 jours, machin, pour faire autre chose, un projet perso ou autre. C'est un peu pareil. C'est un peu ce qu'on a décidé de mettre en place, plutôt que la semaine de 4 jours qui économiquement nous paraît encore pas jouable. Ok. Mais il y a la semaine de 4 jours, il y a la semaine de 4 jours. Ouais, en 4 jours, la semaine de 4 jours. Qui est pas une petite nuance. Ce qui est très très différent. Et il y a 2 approches diamétralement opposées que j'aime beaucoup entre LDLC qui explique tout allait mal avant, on a mis la semaine de 4 jours, tout va bien maintenant.
Et donc, c'est probablement vrai, ou en tout cas romancé, marketingement intéressant et tout, mais c'est des Lyonnais, donc je peux que les aimer. Et il y a des approches plus pragmatiques, comme Noëlla de Welcome to Jungle, qui t'explique volontiers que ça lui arrive de travailler un peu le 5e jour, mais qu'elle le fait différemment, dans un endroit plus calme, dans moins de pression, etc. Que c'est pas ayatollah de il faut faire ça. D'ailleurs, ils ont fait des tests et tout. Et je pense que tu as compris, j'ai plus une approche pragmatique plutôt que. Oui. Mais c'est intéressant, tu vois, moi, dans le groupe dans lequel je suis, pas tous, mais une grande partie des collaborateurs choisissent en début d'année leur temps de travail entre 4 jours, 5 jours 35 heures, 5 jours 39 heures, donc avec des RTT. Les RTT, tu peux choisir de te les faire payer, pas payer, tu choisis ça tous les ans. Voilà. Et parce qu'on a des moments de vie aussi. Bien sûr. Voilà. Selon notre organisation perso, on est en couple, pas en couple, des enfants, pas des enfants, enfin bref. Et voilà. Et l'idée, c'est d'être le plus pratico-pratique, le plus pragmatique. Par contre, on n'est pas anti 4 jours, on n'est pas pro 4 jours non plus. Enfin, tu vois, de trouver, parce que faut que chacun s'y retrouve. Chacun s'y retrouve et selon les métiers que tu fais, en plus, c'est pas toujours, toujours évident d'être en 4 jours non plus. Donc, mais oui, ça fait partie. Enfin, j'imagine que vous êtes confronté à ces sujets-là avec vos clients, c'est certain. Pragmatisme, là, ils ont tenté en l'URSSAF dans le nord-ouest de la France, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ils n'ont pas été à s'intéresser vraiment à ce que les gens voulaient. Ils se sont dit, c'est un événement, on y va, tout le monde va le faire. Non, en fait, il faut faire ce que les gens ont envie de faire. Ouais, ils ont peut-être un peu moins de sujets de rentabilité, l'URSSAF, qu'une boîte privée. Mais... Effectivement. Faut que je coupe ça au montage. Concrètement, est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter? Alors, tu sais que j'ai vachement réfléchi à cette question-là. Sérieux? J'ai même envoyé un message à ma meuf en disant qu'est-ce que je peux raconter. T'es sérieux? Ouais, bien sûr. Non, mais en 15 ans de RH, t'as plein de trucs à me raconter. Écoute, elle m'a dit direct, raconte les menaces de mort. Ce qui est assez savoureux, au final, les menaces de mort. Donc quand j'étais en usine, j'ai commencé dans un job assez terrain et très dur dans l'est de Paris. Au bout de 3-4 jours, je me mettais en liste rouge et j'ai eu donc un chauffeur-livreur que j'ai sorti un peu violemment parce que c'était des CDD, donc fallait faire un accord à l'amiable, tu pouvais pas rompre le contrat. Et menace, le mec il tape dans le bureau et tout, et il me menace vraiment violemment. Et en fait, je suis sorti par la porte de derrière à 23h parce qu'il était en bas avec ses chiens et des copains en hurlant. Ah oui, quand même. Ouais. C'était marrant. Voilà, je t'avoue, quand t'as 26 ans que tu te retrouves seul là-bas, c'est assez solitaire. Voilà, donc il y avait ça comme anecdote. Je peux aussi te raconter le premier plan social à 20 ans à Toulouse où séquestration d'usine, grève CGT. Il faut qu'on discute tous les deux parce que j'ai vécu c'est des choses très très proches. Hein. C'est vrai? Séquestration, menace de mort. C'est marrant. Je raconte pas tout au micro, mais j'ai vécu pendant près de 3 semaines avec tous les matins et tous les soirs mes gardes du corps perso. Tu vois, 2 voitures qui arrivaient. Je me rappelle toute ma vie, hein, c'est des Ford Mondeo de l'époque, des Ford Mondeo avec 4 mecs qui arrivaient avec les petites oreillettes. Voilà, parce qu'on avait reçu des menaces de mort dans le cadre du plan social. Et j'habitais un petit collectif, tu vois, de genre de 6-8 appartes. Et donc, ils étaient en bas tous les soirs, tous les matins à venir me chercher, le soir à m'attendre. Et je pense que les voisins, ils devaient se dire, mais qui c'est ce Gus, quoi? C'est une star. Ce mec, c'est un juge à Palerme, quoi. Et alors, au début, c'est rigolo, parce que tu dis, ouais, c'est chouette et tout. En fait, c'est vraiment l'aura. Sincèrement, c'est pas fun au quotidien. Mais il faudrait qu'on discute parce que on a vécu des choses assez proches au départ. Mon premier job RRH, moi, ça finit en PSE de 400 personnes, tu vois. Donc, c'est dur, mais c'est aussi hyper enrichissant. Ah bah, ça te forme. Hein. Bien sûr. Ouais, après, sur ce que tu as envie de faire aussi dans la suite de ton métier RH ou plus envie de faire. Et puis de faire les choses un peu différemment. Parce que quand tu dis à quelqu'un de partir, tu peux le dire de 8 façons différentes. Non, puis moi, j'ai licencié des gens qui avaient je me dis, mais elle a l'âge de ma maman et je sais qu'elle va pas retrouver du boulot dans les 3 semaines, quoi. Et là, ça te fait cogiter, quoi. Je fais ça à Brive, et ça te fait super cogiter sur pourquoi tu fais ce job, en fait. Tu te dis, il reste 8 ans, 10 ans avant la retraite, et là, tu calcules le Pôle emploi 3 ans, tu te dis, bah, ok, t'as voulu lui donner de l'argent, tu sais que factuellement, pendant 5 ans, elle n'aura pas de revenus. Ça va aller au bout, quoi. Donc, c'est très dur, c'est très dur. Et souvent, d'ailleurs, on donne ça à des jeunes RH parce qu'ils sont malléables. Tu peux les matraquer, tout ça. Moi, j'étais droit dans les guidelines et je n'en sortais pas et je me rendais pas compte, je pense, de l'horreur de la situation.
Ok, on a bien plombé l'ambiance. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'écouter, de recevoir, sur ce podcast? Écoute, Christelle, que tu as écouté, que tu as interviewé juste avant, là, oui. Franchement, profil assez exceptionnel. J'aime beaucoup Noëlla, qui parle avec beaucoup de simplicité aussi. Récemment, avec qui j'ai parlé, avec Sandrine, l'ancienne DRH de Aircall aussi. Okay. Beaucoup de pragmatisme, beaucoup de simplicité, pas dans le sens idiotie, mais dans le sens que les choses sont simples et s'accompagnent simplement et se font simplement. Okay. Je trouve qu'on manque un peu de simplicité, donc des gens qui te racontent la vraie vie avec beaucoup de simplicité, c'est intéressant. Ok. À part le mien, est-ce qu'il y a des podcasts que tu écoutes et qui te... Bien sûr, c'est mon format préféré. C'est vrai? Donc, ouais, quand je suis au parc le week-end avec les petits, plutôt que d'être sur mon téléphone, j'ai souvent un écouteur, okay. Et comme ça je peux faire autre chose et tout, donc voilà. Il y a bien sûr celui d'Alexiev qui a une référence et qui fonctionne très bien. Ouais, qui est un super podcast. Laurent Brois aussi, j'aime bien, c'est rapide, efficace, ça fonctionne bien. Pénélope Boeuf. Oui. Je vais oser dire qu'elle est folle, mais avec beaucoup de tendresse et d'affection parce qu'elle est barrée, mais elle est exceptionnelle. Elle est barrée, exceptionnelle, mais il y a du fond. Ah, mais bien sûr, non mais j'adore. Et voilà. Et après, il y en a beaucoup, donc je ne saurais pas t'en dire un de plus que. Ouais, ok, bah ce sont des sujets pas mal. Si on veut te contacter, Calixte, on peut te contacter, LinkedIn. Moi, LinkedIn, ça va, tu arrives à suivre le rythme je m'efforce à répondre tous les commerciaux à qui veulent te vendre des trucs. Et... Je réponds à 100% sur LinkedIn. Alors à 100%, c'est pas vrai. Il y a peut-être une personne que je dois louper de temps en temps, mais j'ai des réponses formalisées, tout ça. Donc LinkedIn, c'est pas mal. Après, je suis très WhatsApp. Ah, okay. Énormément. On me l'a reproché parce que dans un contexte plus feutré, WhatsApp, ça fonctionne pas trop. Mais je suis très WhatsApp. Ouais. Ok. Merci. Un grand merci à toi. Ah bah non, un grand merci d'avoir accepté cette invitation, Calixte, de me recevoir dans tes locaux. Et puis, voilà, je te souhaite le meilleur pour une résidence, parce que je pense qu'effectivement l'idée, le concept, il ne peut être que porteur. Enfin, ça se voit déjà. Hein, je raconte beaucoup de choses pour le confirmer, mais tu l'as déjà fait. Mais je pense qu'effectivement, vous pouvez aller assez loin comme ça. Et c'est une autre manière de voir son métier RH. Donc ça peut faire réfléchir aussi tout le monde sur ses envies professionnelles. Tout à fait. Une autre manière de vivre son métier. De faire ce job en fait. Complètement. Merci. Un grand merci. Ouais. Bonne journée. Merci. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.